théorie portant sur le pH et les indicateurs acido-basiques en sciences et technologies de l'environnement de quatrième secondaire. Si vous voulez voir tous les cours théoriques en chimie de cinquième secondaire, en physique de cinquième secondaire, en sciences et technologies de l'environnement de quatrième secondaire, vous pouvez visiter mon site internet patiosciences.com et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Facebook de Patiosciences. Commençons. On va commencer par donner la définition de l'indicateur acido-basique. En fait, vous en connaissez déjà. Nous avons déjà travaillé avec le papier de tournesol. Nous avons déjà travaillé avec les papiers indicateurs universels. Nous avons, par comparaison des couleurs, identifié certains pH. Donc, on connaît un peu c'est quoi un indicateur. Donc, on a vu ça antérieurement. C'est une substance qui change de couleur. C'est l'indicateur qui change de couleur, selon que le milieu dans lequel il baigne est acide ou basique. Bien entendu, dans une solution, l'indicateur va par le fait même colorer la solution, mais c'est lui qui change de couleur. Nature d'une solution, acide ou basique, c'est encore un rappel. On peut identifier la nature d'une solution à l'aide du papier de tournesol que nous avons déjà utilisé antérieurement. Nous savons que si le papier de tournesol devient rouge, il s'agit d'une solution acide. Bien entendu, un petit rappel, le papier de tournesol arrive avec deux couleurs, le bleu et le rouge. Donc, si le papier de tournesol devient rouge, c'est bien entendu le bleu qui est devenu rouge. Alors, à ce moment-là, nous avons une solution qui est acide. Si le papier de tournesol devient bleu, nous avons une solution qui est basique. On avait déjà donné un petit truc pour retenir. Lorsque le papier de tournesol devient bleu, alors nous avons affaire à une base. Un synonyme de solution basique, une solution alcaline. Bien entendu, lorsqu'on utilise le papier de tournesol, ce n'est pas la fleur tournesol, c'est simplement un champignon, le lichen, plus précisément la morelle, qu'on va utiliser. Donc, c'est des extraits de ce champignon-là qu'on va utiliser dans la fabrication du papier de tournesol. Donc, ce n'est pas la petite fleur de tournesol que nous allons utiliser pour la fabrication de ce papier. Nous connaissons aussi l'échelle de pH. Donc, ce que nous avons vu qu'elle s'étale de 0 à 14, le 7 étant la neutralité, et nous savons que si nous allons complètement, donc à partir du 7 vers l'extrême gauche, donc si le pH diminue vers la gauche, nous avons à ce moment-là une solution qui est acide, mais l'acidité va augmenter en allant vers la gauche. Donc ici, nous allons avoir une grande acidité. Si vous avez à comparer des solutions, par exemple une solution avec un pH de 2, une solution avec un pH de 5, nous avons vu antérieurement qu'une solution avec le pH de 2 est plus acide, elle est plus acide qu'une solution avec un pH de 5 et nous avions vu que c'était des facteurs de x10 que nous avions entre chaque pH. Donc, c'était une fonction logarithmique pour ce qui est du pH. Donc, vous avez par la suite de 7 à 14, donc supérieur à 7, nous avons des solutions qui seront basiques et lorsque nous allons à l'extrême droite, l'alcalinité augmente. Donc, nous allons avoir ici une grande alcalinité. Donc, la solution est de plus en plus basique à chaque fois que le pH augmente. Donc, une solution basique,
c'est un pH supérieur à 7. Et plus nous allons vers le 14, alors ça nous donne une solution qui sera de plus en plus basique. Vous voyez des couleurs ici. Alors, vous allez reconnaître ces couleurs en laboratoire parce que ces couleurs, en fait, correspondent à des couleurs que prend l'indicateur universel dans différentes solutions qu'on appelle des solutions tampons qui ont des pH précis. Donc, en laboratoire, nos solutions tampons auront des pH de 2 allant jusqu'à 12. Donc, vous allez pouvoir observer la palette de couleurs suivantes, donc des rouges, des orangés, des jaunes, des verts et des bleus en laboratoire. Et ça nous permet, par comparaison des couleurs, ça nous fait comme une charte de couleurs, d'identifier le pH d'une solution. Exemple, si nous avions une solution inconnue, et lorsqu'on ajoute une goutte d'indicateur universel, on va voir sa définition tantôt, à cette solution-là, et que nous pouvons comparer avec cette charte de couleurs. Donc, supposons que la couleur obtenue, c'est celle-ci dans notre solution. Alors, l'indicateur universel, supposons qu'il obtient cette couleur dans notre solution inconnue, de pH inconnu, nous pourrons conclure que la solution a un pH qui se situe entre 9 et 10, par exemple. Alors, c'est un rappel ça aussi. Nous savons qu'une solution acide possède un pH, un potentiel d'hydrogène que nous avions vu, inférieur à 7, ça aussi c'est un rappel. Nous avons vu qu'une solution basique possède un pH supérieur à 7 et le potentiel d'hydrogène pour une solution neutre, c'est égal à 7. Je reviens à mon indicateur universel ici que j'ai utilisé dans les solutions tampons. Alors, comme nous avons plusieurs couleurs, nous allons dire à ce moment-là que nous avons plusieurs points de virage. Donc, nous avons différents pH qui correspondent à des couleurs précises. Alors, on va voir comment on peut, avec les indicateurs, obtenir plusieurs couleurs, donc des points de virage. Donc, on va voir ça. Et le but, en fait, de travailler avec les indicateurs, c'est d'être capable d'identifier la nature d'une solution acide ou basique, ou bien c'est d'être capable d'identifier son pH avec précision, ou bien c'est d'être capable aussi de maintenir le pH d'une solution. Donc, ça nous sert à ça, les différents indicateurs. Donc, nous allons parler des indicateurs. Ici, je vous montre, on va revenir tout à l'heure sur la définition d'indicateur universel, mais c'est pour vous montrer qu'est-ce qu'on obtient en laboratoire lorsque nous avons des solutions tampons. Donc ici, nos petites plaques à cavité ou les plaques à godet sont numérotées. Donc, pour ne pas se mélanger avec les solutions tampons, on utilise les différentes solutions qui sont, bien entendu, là, les solutions tampons sont incolores. Donc, on utilise en laboratoire les solutions tampons de pH 2 allant jusqu'au pH 12. Donc, comme les petites plaques à cavité sont déjà numérotées, ça nous aide et ça évite de se tromper de cavité lorsque nous allons faire des comparaisons dans le but de trouver le pH d'une solution inconnue. Donc, par exemple, ici, comme manipulation, nous avons rempli chacune des cavités avec les solutions tampons. On peut remplir à peu près à la moitié la cavité avec une solution tampon d'un pH 2, avec une solution tampon d'un pH 3, et ainsi de suite. Elles sont incolores. Et ensuite, on ajoute une goutte d'indicateur universel, comme je l'ai mentionné tantôt. Lui, il nous permet d'être plus précis parce que nous avons plusieurs couleurs reliées, donc des couleurs spécifiques reliées à des pH donnés. Alors, dans la cavité 1
ou si vous avez des plaques à cavité avec une plus grande cavité ici, vous pouvez mettre la solution inconnue, mais c'est préférable d'introduire la solution inconnue dans la même cavité. Donc, on va avoir la même concentration de la couleur, si on veut. Donc, ici, c'est la solution inconnue. Alors, même chose, avec la solution inconnue, on lui ajouterait on lui ajouterait une goutte d'indicateur universel et supposons qu'en ajoutant la goutte d'indicateur universel, notre indicateur universel se colore, admettons, en vert. Alors, on pourrait, par comparaison des couleurs, donc supposons que notre vert ressemble à cette couleur que l'on retrouve dans cette cavité. Cette cavité correspond à une solution tampon d'un pH 7. Alors, à ce moment-là, on pourrait tout simplement conclure que notre solution inconnue a un pH de 7. Donc ça, c'était pour vous montrer en laboratoire comment on peut avoir une belle charte de couleurs. Donc au lieu d'utiliser les papiers, les chartes en papier, donc on peut se faire une charte de couleurs avec les solutions tampons et avec l'indicateur universel. Bon, j'ai parlé d'indicateurs universels, mais il existe beaucoup d'indicateurs. Même au niveau de ce que vous avez à la maison, des légumes, des fruits, on peut même parler d'indicateurs naturels domestiques. On va parler dans un premier temps des indicateurs. Alors, les indicateurs un peu plus chimiques. Alors, nous avons ici un tableau. Nous n'avons pas besoin d'apprendre par cœur ce tableau. Par contre, il faut apprendre à travailler avec. Alors ici, j'ai différents indicateurs, le violet de méthyle, l'orange de méthyle, j'ai le bleu de bromophénol, le vert de bromocrésol, etc. Nous avons ici le changement de couleur que fait l'indicateur et je vais l'expliquer ici avec un exemple. En fait, ce sont les couleurs, par exemple le violet de méthyle, ce sont les couleurs que le violet de méthyle va prendre dépendamment du milieu dans lequel il se retrouve. Et ici, nous avons le point de virage. C'est une zone, on l'a définie un peu plus bas, donc on va voir la définition tantôt. C'est une zone de changement de couleur de l'indicateur. Donc, c'est avant d'arriver à sa couleur extrême. Donc, par exemple, le point de virage entre un pH de 0,2 et 2, ça veut dire que cet indicateur va avoir une coloration jaune de 0 aller jusqu'à 0,2 et il va commencer à changer de couleur dans la zone 0,2 à 2. Donc, on va avoir une coloration jaune-violet. Donc, ces deux couleurs-là vont être mélangées. Et par la suite, après un pH de 2, il prendra une couleur violet. Alors, on va voir la définition du point de virage tout à l'heure. On va voir aussi le comportement dans quelques instants pour un indicateur donné. Mais je vous fais la remarque suivante. En fait, deux remarques. On parle souvent en science, en chimie, de propriétés caractéristiques. Hein, c'est la base de la chimie. On parle de propriétés caractéristiques. Et si on regarde les différents indicateurs, nous pouvons constater la chose suivante. C'est qu'il y a des indicateurs qui possèdent les mêmes couleurs. Donc, si je prends l'orange de méthyle qui tourne du rouge au jaune, si je prends, par exemple, un peu plus loin, un autre indicateur, le rouge de méthyle, qui a aussi la couleur rouge et jaune. Si je compare ou si je regarde ailleurs, j'ai encore ici pour le rouge de phénol du rouge et du jaune. Même chose ici pour le jaune d'alizarine R. J'ai encore du jaune et du rouge. Alors on peut dire que la couleur n'est pas une propriété caractéristique des indicateurs. Donc la couleur d'un indicateur, là, que prend un indicateur, n'est pas que prend un indicateur, bien entendu, dans un milieu donné. Là. Donc, la couleur que prend un indicateur
n'est pas une propriété. N'est pas une propriété caractéristique. Je vais l'écrire en abréviation. Donc, la couleur que prend un indicateur, on a plein d'exemples ici, ce n'est pas une propriété caractéristique reliée aux indicateurs. Par contre, si vous regardez les points de virage, chaque indicateur a son propre point de virage. Donc, lui, le point de virage, c'est une propriété caractéristique. C'est propre à l'indicateur. Donc, ici, vous avez une propriété caractéristique. On peut remarquer ici qu'avec le tournesol, il existe en solution. Il existe en papier, hein, on le connaît, l'indicateur tournesol. Ici, il n'y a pas de point de virage inscrit. C'est parce que lui, il prend une couleur rouge dans les milieux acides et bleu dans les milieux basiques. Donc, il n'y a pas de changement de couleur pour le tournesol si vous avez une solution qui est neutre, par exemple. Alors ici, je vais donner un exemple. Comment ça fonctionne lorsque nous avons un indicateur, son point de virage, les différentes couleurs? Alors, je vais me faire une petite échelle comme ça de pH. Donc, je vais prendre l'orange de méthyle. Donc, avec l'orange de méthyle, ce que nous avons avec cet indicateur, donc supposons que nous avons pH, donc des solutions qui ont des pH de 0 allant jusqu'à 14. Nous avons le milieu qui est 7. Comment travailler avec l'orange de méthyle? Alors, l'orange de méthyle, nous voyons qu'à un pH de 3, alors je vais aller identifier mon pH de 3 à environ ici, à placer environ ici. Donc, à un pH de 3, ce que ça nous dit, donc comment travailler, donc je le répète, on n'apprend pas ce tableau-là par cœur, on apprend à travailler avec. Alors, comme j'ai un point de virage qui se situe entre 3 et pH 4.4, je vais aller les situer sur mon échelle. Alors, le 3 et le 4.4, disons qu'il est ici. Alors, j'ai mes deux pH qui correspondent à mon point de virage de cet indicateur. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, la couleur rouge veut dire que c'est la couleur que va prendre l'orange de méthyle d'un pH 0 à 3. Donc ici, j'aurai donc une coloration rouge. Vous pouvez prendre des crayons de couleur pour illustrer, pour représenter les couleurs. L'extrême maintenant, le jaune. Le jaune, lui, il va apparaître pour cet indicateur-là lorsque nous aurons des solutions. Donc, lorsqu'on va le mettre dans une solution, par exemple, qui a un pH de 5, donc un pH supérieur à 4.4, nous allons avoir le jaune. Donc, supérieur à 4.4 jusqu'à 14, nous allons avoir que cet indicateur-là, l'orange de méthyle, va se colorer en jaune. Il va donc donner une coloration jaune à notre solution. Maintenant, l'entre-deux, le point de virage. Donc ici, là, notre zone ici de changement de couleur, qui est notre point de virage, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se produire? Nous allons avoir une coloration rouge-jaune. Donc, nous allons avoir, en fait, le rouge-jaune. Ceux qui ont déjà étudié les couleurs, on sait que la coloration rouge-jaune va nous donner plutôt une coloration qui va être orangée. Donc, si on ne connaît pas ce que donne la coloration, c'est pas grave. On va écrire simplement nos couleurs rouge. Donc, si vous n'avez pas de crayon de couleur, ici, on va écrire jaune. Et ici, pour le point de virage, c'est le mélange des deux couleurs extrêmes. Donc, on va écrire rouge-jaune. Mais si vous connaissez la couleur que ça donne lorsqu'on mélange ces deux couleurs-là, vous pouvez écrire orange. Alors,
c'est comme ça qu'on travaille avec les indicateurs, mais en même temps, il y en a plusieurs. Vous pourrez peut-être vous poser la question, mais pourquoi il y en a autant? Eh bien, si je prends toujours l'orange de méthyle, on n'oublie pas qu'un indicateur, c'est pour identifier le pH ou la nature, etc., là, d'une solution. Alors, cet indicateur-là, lui, euh, si j'avais un pH, donc si j'avais une solution, et je vous donne cette solution-là, et je vous dis que cette solution, elle a un pH inférieur à 3. Donc, c'est une solution qui peut avoir un pH de 1, de 2, de 1,5, etc. Donc, si je vous donne cette solution et que je vous demande de vérifier, de confirmer avec l'indicateur orange de méthyle que ma solution possède bien un pH inférieur à 3. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre le tableau ici, vous allez mettre une goutte ou deux de l'indicateur orange de méthyle dans ma solution inconnue et par comparaison des couleurs, si ce que j'ai comme solution possède vraiment un pH inférieur à 3, vous allez obtenir une coloration rouge et vous allez pouvoir me sécuriser en me disant, c'est vrai, on a bel et bien une solution qui a un pH inférieur à 3 puisque la coloration, elle est rouge. Maintenant, est-ce que cet indicateur, il est précis pour identifier la nature basique d'une solution? Supposons que je ne connais pas le pH d'une autre solution, mais la seule information que j'ai, c'est la suivante. Ma solution inconnue, elle est basique. Alors, si je vous demandais, est-ce que l'orange de méthyle, c'est un indicateur qui est approprié pour vérifier que ma solution est vraiment basique? Pas vraiment, puisque dans un milieu basique, l'orange de méthyle devient jaune. Oui, donc si j'ai une solution jaune et que je mets quelques gouttes de l'orange de méthyle dans cette solution-là, si j'ai vraiment une solution basique, ça va donner jaune. Mais attention, ça pourrait être aussi bien une solution acide. Regardez, il y a une portion de cet indicateur, donc entre pH 4.4 et 7, cette portion-là, là, je suis dans un milieu acide. Alors, ce n'est pas vraiment un bon choix. Alors, on va travailler avec certains exemples, justement, pour déterminer des choix d'indicateurs, donc des indicateurs qui sont meilleurs que d'autres, pour confirmer ou pour identifier le pH d'une solution donnée. Maintenant, les solutions, indicateurs naturels domestiques qu'on peut se fabriquer à la maison, souvent c'est que on va prendre des pelures ou des morceaux d'un fruit ou d'un légume en particulier. On peut les faire bouillir une dizaine de minutes. Nous allons filtrer pour garder simplement le liquide. Et par la suite, on peut s'amuser à mettre dans différents milieux, par exemple le vinaigre avec des mélanges d'eau et de bicarbonate de sodium, ces indicateurs. Je vais prendre juste le bleuet, parce que le bleuet, on cuisine avec. En fait, on cuisine avec plusieurs fruits et légumes. Mais le bleuet, par exemple, il ne prendra pas la même couleur si par exemple, on fabrique une tarte au bleuet. Une tarte au bleuet va avoir du sucre et nous allons avoir un milieu qui va être acide et le bleuet va avoir tendance, votre tarte au bleuet va avoir tendance à avoir des bleuets qui sont plus vers le rouge vin, donc des teintes de rouge vin. Par contre, si on fait des muffins, donc les muffins, ça va nous donner plutôt un milieu qui est basique. On met du bicarbonate de sodium, ça nous donne un milieu qui est plus basique. À ce moment-là, la couleur de votre bleuet va plus tourner au vert. Alors, ça va donner une coloration
verte à proximité de votre bleuet qui est dans votre muffin. Par contre, si on prend par exemple, on fabrique un pudding au bleuet toujours, c'est plus neutre à cause de la gélatine. Alors vous allez avoir que le bleuet va être vraiment bleu-violet, là, la couleur du bleuet. Donc, ça peut vous arriver en cuisine, si vous avez un légume ou un fruit qui est mis dans une base qui est soit acide ou basique ça peut être votre pâte, etc. Mais il peut arriver que ça donne une coloration, hein, pour certaines salades, pour certaines pâtisseries, que ça donne une coloration à à votre pâtisserie ou à votre aliment. Donc, ça veut dire à ce moment-là que la substance qui a été utilisée, eh bien, elle a agi comme un indicateur. Donc, c'est toujours notre bleuet ici qui a changé de couleur et on n'oublie pas la définition de l'indicateur. C'est la substance qui change de couleur dépendamment du milieu. J'ai parlé tout à l'heure du point de virage. J'ai même expliqué comment travailler avec lorsque nous avons le tableau. Alors ici, sa définition, c'est tout simplement que le point de virage c'est à une zone de changement de couleur de l'indicateur. Donc, on l'a vu, hein, les zones. En fait, les zones se retrouvent ici. Donc, vous les avez ici. Donc, c'est les zones où s'effectue justement le changement avant de passer, là. Donc, le changement de couleur, là, avant d'arriver à l'autre couleur extrême, c'est comme en fait le mélange des deux couleurs extrêmes. Ici, on l'a vu avec l'orange de méthyle, qui était le rouge et le jaune. Donc, le point de virage correspondait à la couleur orangée. Ensuite, on dit que, je l'ai mentionné tantôt, le point de virage, c'est une propriété caractéristique. C'est propre à un indicateur. Par contre, nous avons vu que la couleur, hein, on pouvait avoir plusieurs indicateurs qui ont les mêmes couleurs. Alors, ce n'est pas une propriété caractéristique. Donc, la couleur que prend un indicateur dans un milieu, ce ne sera pas une propriété caractéristique. Bon, maintenant, travaillons avec, on va voir par des exemples. En fait, nous aurons 6 exemples avec la théorie qui va suivre. En fait, on va voir comment on travaille avec les indicateurs. Alors, aussi, être en mesure de faire le bon choix d'un indicateur. Alors, le choix de l'indicateur dépend du taux d'acidité que l'on veut contrôler. Donc, on ne peut pas deviner l'indicateur qu'on va utiliser. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut contrôler, qu'est-ce qu'on veut confirmer. Un peu comme, je vous l'ai mentionné tantôt, si je vous donnais, par exemple, une solution qui a un pH de 3 et que je vous demandais de l'identifier. Pas de l'identifier, mais de confirmer le pH relié à ma solution. Vous avez vu que les points de virage, quand même, sont relativement, c'est une zone, hein? C'est une zone. Donc, il n'y a pas ici de point de virage pour un indicateur qui correspond exactement à 3 comme pH. Donc, la vision globale de ça, c'est que on avait vu tantôt l'indicateur universel, où nous avions des couleurs propres à chacun des pH. Tranquillement, la vision globale de ça, ce qu'on va voir, c'est qu'on va vite se rendre compte qu'avec un seul indicateur, on manque un peu de précision. Par contre, éventuellement, ce qu'on va faire, on va faire plutôt des mélanges de 2 indicateurs. Puis après ça, on peut faire des mélanges de 3, de 4, de 5 et de plusieurs indicateurs. Et par le fait même, on obtient un indicateur universel. Donc, l'indicateur universel va nous donner plusieurs couleurs au lieu d'avoir juste 2 ou 3 couleurs, par exemple. Alors, on va commencer à travailler seulement avec un seul indicateur. Lorsqu'on vous donne un pH d'une solution donnée, par exemple, et qu'on veut vérifier ce pH-là, on veut le confirmer, un petit truc, c'est qu'on va choisir un pH qui va nous permettre, donc on va mettre le pH de la solution, je vais l'écrire en abréviation, solution, en sandwich. Donc ça, c'est un truc. On va faire un exemple, vous allez comprendre. En sandwich,
dans le point de virage. Bon, c'est pas toujours ce truc-là, tu sais, c'est pas toujours, on n'aura pas toujours à utiliser là, ce truc-là, mais je vous dirais dans plusieurs situations, ça va fonctionner. Donc, si j'ai, par exemple, on va y aller avec l'exemple 1. On va l'expliquer, ça. Le petit truc, c'est qu'on va mettre le pH de la solution en sandwich dans le point de virage. Donc, si ma solution, je pense qu'elle a un pH de 3 et qu'on veut vraiment vérifier, on va aller voir un indicateur qui possède le pH 3 dans son point de virage. Alors, l'exemple 1, nous avons des sels de fer qui sont solubles dans un milieu dont l'acidité se situe autour d'un pH de 4. Donc, voyez-vous, le pH, qu'on nous a donné ici, c'est un pH de 4. Et on vous dit que l'indicateur qui pourrait être utilisé est celui qui contient le pH 4 dans son point de virage. On va aller voir le tableau. Donc, d'après le tableau, l'indicateur orange de méthyle pourrait être utilisé. Pourquoi? Parce que, regardez, son point de virage, nous sommes en mesure de mettre le 4, le pH 4 qui est ici. Nous sommes en mesure de le mettre en sandwich. Donc, ça veut dire entre la zone, donc le pH de sa zone de point de virage, donc entre le pH 3 et 4.4. Donc, plus on est capable de le mettre en sandwich serré, donc c'est celui-là, si vous allez voir le tableau, retournez voir le tableau, c'est l'orange de méthyle qui est le plus approprié. Donc, pourquoi? Ben, on sait qu'il va être rouge dans un milieu ayant un pH inférieur à 3 et il sera jaune dans un milieu ayant un pH supérieur à 4.4. Donc, par contre, dans un milieu qui a un pH de 4, l'orange de méthyle aura une couleur orange, c'est-à-dire rouge-jaune. On va aller l'illustrer. Donc, vous pouvez toujours vous faire une bande comme ça, ici, un tableau avec les différents pH ici et votre indicateur. Donc ici, nous avons, dans l'exemple 1, on nous demande, bon, en fait, ce n'est pas une question, mais on va aller constater que l'orange de méthyle, c'est un bon choix d'indicateur pour confirmer que les sels de fer, ben, si vous avez une solution, vous mettez des sels de fer dedans. Donc, ça prend un pH de 4 pour ces solutions-là, donc une solution acide. Donc, si on veut confirmer, si nous avons vraiment un pH de 4, alors que va-t-il se passer? Que va-t-il se produire? Donc, le point de virage, retournez dans votre tableau hein, ou dans la question, on nous mentionne qu'il est, le point de virage, il est au niveau de pH 3 et 4.4. Donc, 3 et 4.4. Donc, je vais faire juste des petits pointillés ici. Donc, 3. Et j'ai un petit 4.4 ici que je vais identifier de cette manière. Donc, 4.4 ici, parce que je n'ai pas les dixièmes. Alors, le point de virage, qu'est-ce que ça me dit? Si je vais voir mon orange, mon indicateur orange de méthyle, ça me dit qu'il est rouge de 0 à 3. Donc, ici, j'ai une coloration qui est rouge. Au-delà de 4.4, j'ai une coloration qui est jaune jusqu'à 14. Et dans sa zone de changement de couleur, je vais avoir le rouge avec le jaune. Bien entendu, mes couleurs ici ne peuvent pas se mélanger, mais on a vu tantôt rouge avec jaune, ça nous donne une coloration qui est orange. Alors, si je veux rendre soluble des sels de fer dans une solution donnée, donc supposons que nous avons une solution dans un contenant, dans un bécher par exemple, et cette solution-là, je veux vérifier si je vais pouvoir rendre soluble mes sels de fer. Alors, et que je sais que j'ai besoin d'avoir un pH autour de 4, pour confirmer, j'ai tout simplement à ajouter une goutte de l'orange de méthyle et de regarder son point de virage, de faire ma palette de couleurs. Et son point de virage ici contient le pH 4. Donc, si j'ai une coloration orange dans
ma solution, donc orange, de mon indicateur. Donc, si j'ai j'ai pas mis la bonne coloration. Donc, si j'ai une coloration orange de mon indicateur orange de méthyle dans ma solution, ça veut dire tout simplement que c'est correct. Mon pH, il est autour de 4. L'exemple 2 maintenant. Alors, l'exemple numéro 2, puis en passant, je vais juste le rappeler, là, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit. Qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi nous avons choisi l'orange de méthyle? Tout simplement parce que nous avions été capables de mettre le pH 4 en sandwich. Donc, il est vraiment notre pH 4 ici, là. Il est vraiment en sandwich. Et voilà, dans le point de virage. Donc, en sandwich, dans le point de virage. L'exemple 2. L'exemple 2, le point de virage du bleu de bromophénol se situe, donc ça vous pouvez aller le voir là, dans le tableau. C'est pas nécessairement donné dans des questions d'exercice ou d'examen, mais vous avez le tableau. Alors ça, c'est sûr qu'on va vous donner le point de virage si le tableau n'est pas donné. Je répète, le tableau, nous n'allons pas apprendre par cœur le tableau. Alors, le point de virage du bleu de bromophénol, prenez le temps d'aller le voir dans votre tableau, se situe entre 3 et 4,6. Alors, on nous demande, est-ce que cet indicateur conviendrait pour révéler le caractère acide d'une solution dont le pH est de 5? Bon, on ne nous a pas donné les couleurs de notre bleu de bromophénol. Alors, on va aller voir notre tableau. Le bleu de bromophénol, c'est le troisième. Donc, je n'irai pas le voir, mais vous pouvez, dans votre document théorique, là, retourner un petit peu plus sur les pages avant. Vous allez retrouver la couleur du bleu de bromophénol. Alors, le bleu de bromophénol, je vais faire comme tantôt. Je vais aller identifier ma zone, là, mes petits 3. Donc, le 3 ici. Et j'ai par la suite le 4,6 qui peut être ici. Mais lui, je vais l'identifier 4,6 et voilà. Alors, que nous dit le tableau? Alors, le tableau, ça nous dit que le bleu de bromophénol, il y a une coloration jaune. Alors, je vais aller chercher, comme je l'ai mentionné tantôt, vous pouvez sortir vos crayons de couleur. Donc, il y a une coloration jaune. Vous pouvez les utiliser aussi dans les examens, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai une coloration jaune ici. Et au-delà du 4,6, nous avons une coloration qui est, ce qui ressemble le plus au violet dans ce que j'ai, c'est ici. Donc, nous avons une coloration violet. C'est pas grave si nous n'avons pas de couleur, de crayon de couleur. Il suffit tout simplement de les écrire. Donc, nous avons du jaune ici. Nous avons ici du violet. Alors, le jaune et le violet, le mélange des deux, ça va peut-être nous donner quelque chose qui est un petit peu dans les tons de vert, mais on ne le sait pas. Donc, nous allons ajouter ici, dans le point de virage, le violet. Alors, la question était la suivante. Est-ce que cet indicateur-là pourrait révéler le caractère acide d'une solution qui a un pH de 5. Alors, je vous donne ça ici. J'ai une solution. Moi, je vous dis, elle a cette solution-là, un pH de 5. Confirme-le avec le bleu, avec l'indicateur bleu de bromophénol. Vous allez mettre une goutte dedans. Pardon. La goutte à l'intérieur. Alors, l'indicateur va prendre une coloration qui va être, regardez ici, sa palette de couleurs. Ça va être une coloration qui va être violet. Donc ici, pardon, je vais obtenir une coloration qui va être violet. Alors, attention, est-ce que je vais pouvoir confirmer qu'il n'y a pas de problème, c'est vraiment, mais vraiment une solution qui est acide? Eh bien non. Parce que, oui, lorsque le pH est de 5, lorsque le pH est de 4,8, de 6,2, de 7, même lorsque j'ai une solution neutre, cet indicateur-là prend une coloration qui est
une couleur, donc dans les tons de violet. Alors, je ne peux pas l'utiliser parce que je peux avoir une solution neutre, je peux avoir une solution qui est alcaline. Donc, puis en plus, regardez, le pH 5, le pH 5 n'est pas, tu sais, cette valeur-là de pH, le 5, n'est pas en sandwich. En sandwich. Dans le point de virage de l'indicateur. Donc, dans le point de virage de l'indicateur, il n'est pas en sandwich. Bon, est-ce que c'est une réponse à donner? Non. On va donner une réponse un petit peu plus appropriée. Alors ici, ce que nous allons, la manière dont nous allons répondre, c'est tout simplement parce que la question nous demandait, est-ce que cet indicateur conviendrait? Alors, la réponse, c'est non. Et souvent, on trouve ça difficile de répondre. Répondez avec un contre-exemple. Ça devient facile à ce moment-là. Donc, en sciences ou même en mathématiques, souvent, de répondre avec un contre-exemple, c'est plus simple que d'essayer de... Souvent, on peut bafouiller dans notre réponse, donner des faussetés. Donc, on peut tout simplement dire non. Pourquoi? Ben, car le bleu de bromophénol ne fera pas, donc comme je l'ai dit tantôt, là, ne fera pas la différence, donc la différence, on peut répondre de plusieurs façons, là, de plusieurs manières. Donc, ne fera pas la différence entre un acide, on l'a vu tantôt, là, entre un acide de, et là tu peux reprendre le pH qui est dans ton énoncé de question, de pH 5, et une base, là tu peux donner n'importe quel pH, là, une base de pH 12, peu importe, 10, car il sera de la même couleur, ou vous pouvez dire il sera violet, dans ces deux solutions. Donc, c'est pas assez précis. Il n'est pas précis. Donc, dans ces deux solutions. Comment être plus précis? On va le voir tantôt. En fait, pour augmenter la précision, là, ça va nous mener tranquillement au mélange d'indicateurs. Donc, on va utiliser un indicateur universel, tout simplement. Donc, c'est pas vraiment précis d'utiliser juste un indicateur. Donc, on va favoriser plutôt les mélanges d'indicateurs. On y va tranquillement. Donc, c'est ça la vision globale. On commence par un seul indicateur. Ensuite, on va en avoir deux. Puis ensuite, on va être encore plus précis. Plus on utilise d'indicateurs. Et ensuite, on va terminer par l'indicateur universel. Donc, en fait, ce qu'on a vu tantôt. L'exemple numéro 3 maintenant. On nous pose la question suivante. Est-ce que le bleu de bromothymol permettrait de séparer les solutions acides des solutions basiques? OK. Donc ici, pour séparer les solutions acides des solutions basiques, ça veut dire que on veut avoir, en fait, on sait que les solutions acides, le pH est inférieur à 7. Les solutions qui sont basiques, le pH est supérieur à 7. Donc, il n'est pas donné le pH comme tantôt à l'exemple numéro 2, mais on va aller le déduire. Donc, on va aller déduire le pH 7 qui correspond à la neutralité. Donc, il faudra trouver un indicateur qui va mettre en sandwich le pH 7 parce que ces deux couleurs extrêmes vont se retrouver de chaque côté de cette zone de changement de couleur-là qui va contenir le pH 7. Donc, bien entendu, bon, là, on nous demande, est-ce que le bleu de bromothymol, on va aller voir ses couleurs. Donc, encore là, faites-vous un tableau, prenez des crayons de couleur, on va aller déterminer, on va aller identifier les couleurs que prend le bleu de bromothymol. Alors, c'est son point de virage dans un premier temps.
Donc, le bleu de bromothymol, vous avez le point de virage 6, 7.6. Je vais aller l'identifier. Donc, 6, 7.6. Donc, 6 qui est ici, et vous avez le 7.6 qui est en quelque part ici. Je vais l'écrire, donc le 7.6. Bon, maintenant les couleurs que nous avons que le bleu de bromothymol est jaune et bleu dans ses couleurs extrêmes. Donc le jaune jusqu'à un pH de 6 et par la suite le bleu à partir de 7.6 jusqu'à 14. Alors ici, dans la zone de changement de couleur, qui est notre point de virage, nous avons donc jaune et bleu. Bon, comme mes couleurs ne peuvent pas se mélanger, on sait que jaune et bleu, ça va nous donner du vert. Alors ici, encore là, je le répète, si nous n'avons pas de crayon de couleur, on écrit nos couleurs, tout simplement, avec des lignes. Alors, vous avez le bleu ici. Si on ne sait pas ce que donne jaune et bleu, bon, on écrit jaune-bleu, tout simplement. Alors, ici, notre pH, parce qu'on veut tout simplement, lorsqu'on nous donne plein de solutions, on veut juste les démêler en acide et en base. Est-ce que cet indicateur-là, le bleu de bromothymol, est quand même un bon choix? Est-ce qu'il pourrait nous permettre de faire ce classement-là, hein, de démêler les solutions acides des solutions basiques? On ne vous demande pas si c'est le meilleur, parce qu'on pourrait utiliser juste le papier de tournesol pour ça, là, ou l'indicateur tournesol. Mais ici, on nous demande est-ce qu'il peut convenir. Mais regardez, le pH 7, il est vraiment en sandwich dans le point de virage qui est de 6 à 7.6. Il est vraiment en sandwich. Donc, la réponse est oui. C'est un bon candidat parce qu'on va être certain que si cet indicateur devient jaune dans une solution, ça va être des acides, c'est sûr. S'il devient bleu, ça va être des bases, ça va être certain. Donc, on va être capable de démêler une très bonne quantité de solutions acides et basiques avec cet indicateur-là. Donc, on peut tout simplement dire dans la réponse que oui, car dans un milieu acide, donc acide, le bleu de bromothymol est jaune. Bon, là, vous allez me dire, ouais, mais pas tout le temps, là, un pH là, de 5.9 dépassé, tu sais, un pH, même pas de 5.9, mettons de 6.1, ben là, c'est encore dans l'acidité, il ne pourra pas être jaune, il va être vert, mais c'est quand même bien, là, dans les milieux acides, dans la plupart des milieux acides, le bleu de bromothymol, il va être jaune. Puis, dans un milieu basique, donc dans un milieu qui va être alcalin ou basique, il est bleu. Et dans une solution neutre, mais aussi, donc, et dans une... C'est sûr et certain que dans une solution neutre, nous allons avoir le vert. Donc, il est jaune-bleu, là, il est vert. Mais aussi, c'est sûr qu'il y a une marge d'erreur. Hein? On utilise juste un indicateur, donc c'est pas vraiment précis. Parce que je peux avoir le vert aussi pour un acide et pour des bases qui ont des pH de 7.3, par exemple, ou des acides qui ont des pH de 6.5. Donc, je peux avoir cette coloration-là. Mais quand même, c'est un indicateur qui est assez précis. Alors, j'ai été capable, on retrouvait son pH en sandwich dans le point de virage de l'indicateur.
L'exemple 4, ici, nous avons plusieurs indicateurs. Ils ne sont pas mélangés. OK? Ils ne sont pas mélangés. C'est que nous avons différents indicateurs. Nous avons une solution. Et lorsqu'on essaie, on fait plusieurs tests. Donc ici, ce n'est pas un mélange d'indicateurs. Hein, c'est qu'on va faire des tests successifs. Bon. Alors, nous avons une solution. Dans l'énoncé de la question, on dit « Nous sommes en présence d'une solution et on ne connaît pas son pH. » Nous allons essayer de le connaître. Et pour ce faire, on fait plusieurs tests. Donc, dans notre solution inconnue, donc on peut en placer dans plusieurs cavités, par exemple dans une plaque à godet. On va aller mettre plusieurs, nous allons aller mettre, nous avons 3 indicateurs. Ici, on nous dit qu'un premier test, il va être effectué avec la phénolphtaléine. On va l'appeler la numéro 1, la phénolphtaléine, donc cet indicateur-là. Ça donne ça donne une solution incolore. On prend un deuxième indicateur, une deuxième cavité dans laquelle on met notre solution inconnue et on place notre deuxième indicateur qui est l'orange de méthyle et à ce moment-là, l'orange de méthyle il devient jaune. Par la suite, on prend un troisième indicateur, le rouge de phénol, on en met dans notre solution inconnue et il devient jaune. Alors, quel est le pH de la solution inconnue? C'est sûr et certain qu'on va se rapprocher du pH de la solution inconnue, mais on n'arrivera pas pile dessus. On va arriver plutôt à un petit intervalle. Dans un premier temps, faites-vous un tableau, ça va toujours mieux. On sort nos crayons de couleur. Nous allons aller voir... donc ici, c'est mes 3 indicateurs. Je les ai identifiés 1, 2, 3. On pourrait réécrire le nom de l'indicateur. Et on va faire notre code de couleur avec les différents zones de changement de couleur, donc les différents points de virage. Si on va voir la phénolphtaléine, alors la phénolphtaléine, regardez dans votre tableau. Donc nous avons un point de virage qui se fait à 8,2. Donc ici, j'ai 8,2 et à 10. Donc, c'est ce que j'ai pour la phénol. Alors, je vais l'écrire ici pour 8,2. Et ici, j'ai 10. Je ne vais pas l'écrire, je me suis positionné vis-à-vis. On va aller faire les couleurs. Les couleurs, ici, c'est pas compliqué pour la phénol. C'est incolore ici. Allez jusqu'à 8,2. Incolore. Donc, j'ai pas de couleur finalement. Donc, c'est incolore. Et par la suite, au-delà de 10, j'ai la couleur qui est fuchsia. C'est ce qu'on me donne dans le tableau. Donc, si je vais aller trouver, je peux mettre... Donc, fuchsia, c'est comme rose, là, dans les tons de rose. Alors, je vais... bon, vous comprenez bien, là, donc fuchsia. OK. Donc, au niveau de mon point de virage, je vais avoir la couleur incolore fuchsia. Ça va nous donner peut-être un rose pâle, un peu plus pâle que le fuchsia. Le fuchsia, c'est comme un rose plus foncé. Allons avec le deuxième. Le deuxième, c'est l'orange de méthyle. Alors, l'orange de méthyle, son point de virage, encore là, je vais l'identifier, c'est 3. Donc, 3. Et 4,4. Donc, je vais ici aller écrire mon 4,4 parce que c'est moins compliqué après ça. Donc, 4,4. Le 3, je ne l'écris pas parce qu'il est vis-à-vis. Alors, si je regarde les couleurs, il est rouge ici. Et la couleur après le 4,4 correspond à jaune. Et entre deux, eh bien, j'ai le rouge et le jaune, donc j'ai le orange. Ensuite, le troisième. Le troisième, c'est le rouge de phénol. Alors, son point de virage, allez voir dans le tableau toujours, se situe. Donc, vous allez avoir le 6,4 et vous avez vis-à-vis le 8. Donc, jusqu'au 8, vous avez sa zone de changement de couleur. Donc, 6,4 ici et vous avez
8 ici. Alors, il est jaune, allez jusqu'à 6,4. Ensuite, il est rouge au-delà de 8. Et vous avez, comme tantôt, la coloration orange pour le point de virage. Bon, maintenant, retournons lire l'énoncé de la question. Que nous dit l'énoncé de la question? Il nous dit qu'avec l'indicateur, je vais l'appeler 1, là, qui en fait, on les a identifiés, la phénylphthaléine. Avec l'indicateur 1, nous avons une coloration incolore. Alors, la coloration incolore, ça veut dire que le pH, c'est pour les solutions dont le pH il est inférieur à 8,2. OK, on continue. Pour l'indicateur 2, on nous dit que lorsqu'on ajoute une goutte de cet indicateur-là, qui est notre orange de méthyle, dans la solution de pH inconnu, nous avons une coloration jaune. Mais cet indicateur-là, sa coloration jaune, si on regarde, elle est au-delà de 4,4. Donc, c'est lorsque nous avons des solutions qui ont un pH supérieur à 4,4. Avec l'indicateur 3, donc avec le rouge de phénol, lorsque nous mettons une ou deux gouttes dans notre solution inconnue, nous obtenons la coloration jaune. Mais pour cet indicateur-là, la coloration jaune, on l'obtient lorsque le pH il est inférieur à 6,4. Alors, c'est ce qui va nous permettre de déduire dans quelle zone se retrouve vraiment le pH de notre solution inconnue. Donc, on y va un peu comme en mathématiques, on va prendre l'intersection des trois ici. Alors, un pH inférieur à 8,2, mais en même temps supérieur à 4,4. Donc, inférieur à 8,2, supérieur à 4,4, mais inférieur à 6,4. Voyez-vous que ça nous donne, lorsque j'ai du incolore, lorsque j'ai du jaune, et voilà, ça nous donne cette intersection-là. Donc, ça veut dire que notre solution inconnue a un pH qui se situe entre 4,4 et 6,4. Donc, la réponse, parce que si, tu sais, il faut respecter cet intervalle-là, parce que si on dépasse ou si on est avant, donc là, on va tomber dans les colorations de rose, on n'en a pas là, ou d'orangé. Alors, la réponse, donc, le pH probable de la solution inconnue, se situe entre 4,4 et 6,4. Bon, c'est pas précis, mais comme je l'ai mentionné tantôt, là, on a procédé par des tests successifs, mais dans un monde idéal, c'est de faire des mélanges d'indicateurs. Alors, lorsqu'on prend énormément d'indicateurs et qu'on les mélange ensemble pour se faire une seule et unique solution, et non de tester, de faire différents tests successifs, on obtient l'indicateur universel. Alors, c'est quoi l'indicateur universel? C'est un mélange de différents indicateurs. L'indicateur universel possède donc plusieurs points de virage. Et là, ça nous ramène à ce que je vous ai montré tout à l'heure, au début du cours, à une belle palette de couleurs. Alors, des couleurs qui représentent des points de virage, c'est des zones où il a changé de couleur, notre indicateur universel. Alors, à ce moment-là, on peut identifier avec beaucoup plus de précision le pH d'une solution. Alors, nous avons la définition, mais on ne va pas travailler avec l'indicateur universel. On va commencer par faire des combinaisons d'indicateurs, en fait, de faire des couleurs, des tableaux de couleurs. Alors, l'exemple 5, on va s'amuser à faire simplement à trouver des points de virage lorsqu'on fait des mélanges
d'indicateurs. Donc, c'est beaucoup plus précis de faire des mélanges d'indicateurs que de faire des tests comme on a fait tantôt avec des indicateurs séparés. À la question numéro 5, on dit quelle combinaison de deux indicateurs permettrait de vérifier si le pH d'une solution se situe entre 7,7 et 8. Donc, entre 7,7 et 8. Encore là, nous avons ici plusieurs réponses. Il y a un truc que je peux vous donner, soit que, un peu comme lorsqu'on avait un seul pH tantôt et un seul indicateur, on voulait retrouver notre pH en sandwich dans le point de virage. Lorsque nous avons des combinaisons, ici de deux indicateurs, qu'on doit mélanger ensemble, puis on doit vérifier avec ce mélange d'indicateurs-là si le pH d'une solution que je vous donne, par exemple, se situe vraiment entre 7,7 et 8, c'est qu'on peut borner, on peut mettre, ça va être cette zone-là, OK, ici, cette zone-là, le 7,7 et le 8, qu'on va aller placer en sandwich entre les deux points de virage de chacun de nos indicateurs. Donc, on va prendre exemple un indicateur qui va avoir un point de virage qui va se situer dans une zone, exemple de, donc ici on a 7,7 qui va commencer à changer de couleur extrême à 7,6 par exemple. On pourrait prendre le bleu de bromothymol qui lui va avoir un pH de 6, une zone de point de virage entre 6 et 7,6. Et un autre indicateur, donc on va avoir borné, hein, on a mis une borne, donc un indicateur qui aurait un point de virage qui se situe entre quelque chose qui est près de 7,7, donc une zone, peu importe, là, qui aurait un point de virage entre 5 et 7,6, et un autre indicateur qui, lui, peut avoir un une zone de changement de virage qui commence autour de 8, donc ça pourrait être 8,2 à peu importe, là, 10. Donc, on met en sandwich avec chacun, avec un indicateur, on borne la partie inférieure de notre pH ici, et avec un autre indicateur, on borne avec son point de virage la zone de le pH là, maximal, donc de 8 ici. Donc, on met en sandwich. Alors, pour l'exemple 5, il y a plusieurs réponses. Moi, je vais en faire une qui ne va pas... oui, de borner comme ça, c'est plus simple. Mais il faut faire attention aussi, il faut tenir compte des couleurs. Il ne faudrait pas se retrouver avec des couleurs identiques. On n'oublie pas que la couleur, c'est pas une propriété caractéristique des indicateurs. Donc, il faut faire attention. Les indicateurs que nous allons utiliser, il faudrait avoir des couleurs qui sont différentes. Ou, en fait, des pH aussi qui sont des points de virage qui sont éloignés. C'est ça qui va nous donner le plus de points de virage pour notre mélange d'indicateurs. Alors ici, il y a plusieurs réponses. Je vous les donnerai toutes après avoir terminé là, mon exemple. Moi, je vais prendre, dans le tableau, je vais aller prendre, parce que ça va quand même bien borner, vous allez voir. Je vais prendre le violet de M. Crézol. Allez dans le tableau, vous allez voir... moi, je vais l'écrire tantôt, mais vous allez voir son point de virage et les couleurs. Et je vais prendre le rouge. Je vais l'expliquer pourquoi je le prends. Donc, je vais prendre le rouge de phénol. Alors, je vais prendre ces deux-là. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Oui, on peut prendre, je vais le donner tantôt, on peut prendre le violet de M. Donc, non, celui-là, il est quand même... il est assez précis. Oui, il est précis, lui. Donc, c'est mon numéro. J'en ai peut-être un autre. Attendez, ça, c'est mon numéro. OK, on pourrait prendre le violet de M. Crézol avec la phénolphtaléine. Donc, il peut avoir plusieurs choix de réponse. Moi, je vais prendre le violet
de M-crézole avec le rouge de phénol, mais on va faire la même chose. OK? Donc, moi, le violet de M-crézole, je vais l'appeler le numéro 1 et le rouge de phénol, je vais l'appeler le numéro 2. Regardez ce que le mélange va donner. Donc, c'est ça que je vais vouloir regarder. Puis, on va voir que ça va nous donner quand même une coloration des colorations assez bonnes pour identifier que nous avons justement une solution inconnue, ben pas inconnue, mais une solution qui a un pH qui se situe entre 7,7 et 8. Alors, si je prends le violet de M-crézole, on va aller, encore là, délimiter, c'est son point de virage. Alors, son point de virage commence à 7,7 et se termine à 9,2. Donc, à 7,6, pardon. Donc, à 7,6, il commence à 7,6 et se termine à 9,2. Et si vous allez voir les colorations, la couleur, allez jusqu'à 7,7, vous avez du jaune. Et par la suite, allez jusqu'à 14. Donc, de 9,2 à 14, vous avez du violet. Donc, si vous avez du violet, mélangez avec du jaune. Bon. Si je prends le rouge de phénol, alors le rouge de phénol, allez dans votre tableau toujours à 6,4. Donc, à 6,4. Oups. Donc, le rouge de phénol à 6,4. Oups. Il va nous donner, commence son point de virage et il va se terminer à 8,2. Bon, je vais l'écrire, 6,4, 8,2. Bon, oups, je ne l'ai pas écrit à la bonne place. Je m'excuse, on va recommencer. Ça, c'est mon mélange. Bon, on recommence, c'est pas grave. Alors, je disais 6,4 et 8,2. Donc, un 6,4 ici environ, un 8,2, on va à peu près là. Hein? Ensuite, donc on va écrire le 6,4, le 8,2. Bon, la coloration, c'est jaune jusqu'à 6,4. Et ensuite, nous avons la coloration rouge juste à partir de 8,2. Ici, nous avons donc le rouge et le jaune qui va nous donner du orangé. Bon, voyons maintenant les différentes couleurs que le mélange. Donc, là, ce n'est pas des tests successifs. C'est qu'avant d'aller vérifier, avant d'aller mettre les gouttes d'indicateurs dans la solution, c'est qu'on mélange les deux indicateurs. Alors, regardez les couleurs ici. J'ai du jaune. Hein, j'ai du jaune aller jusqu'à 6,4. Mais en même temps, ce que hein, j'ai aussi du rouge qui va s'ajouter de 6,4 à 7,6. Hein, donc, je vais donc avoir une coloration ici, là, aller jusqu'à 7,6. Là. Je vais donc avoir une coloration qui va tourner à l'orangé parce que c'est jaune-orange. Ici, c'est déjà orange. Ici, c'est jaune. Ça va peut-être être un jaune-orange, ben, un orangé pâlette un peu. Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai? Entre le 7,6 et le 8,2, j'ai du jaune-violet, jaune-rouge. Donc, j'ai du jaune-violet, jaune-rouge, jaune, violet, jaune, rouge. C'est ce que j'ai, là. Je n'ai pas besoin de répéter deux fois le jaune, mais j'ai du jaune-violet, jaune-rouge. Donc, ça va donner ça, le jaune-violet, rouge. Ça va donner aussi une couleur spécifique, là. Mettons que jaune-violet, ça nous donne autour d'un vert, une sorte de vert. Le vert rouge va nous donner quelque chose de peut-être brun, là, ça va être foncé. Et par la suite, donc ici, on n'est pas vraiment capable de dire qu'est-ce que ça va donner. Là. Ça va donner jaune, orange, violet. Là. OK? Donc, jaune, orange, violet. Je vais marquer VI. Donc, jaune, orange, violet. OK. Je vais l'écrire un petit peu mieux que ça parce qu'on ne voit pas très bien. Donc, jaune,
orange, violet. Donc, c'est ce qu'on va avoir. Jaune, orange, puis violet, je vais marquer VI. OK. Par la suite, on continue de voir qu'est-ce que ça va faire au niveau de... Ici, je vais avoir encore jaune, violet, rouge. Jaune, violet, rouge. Bon, jaune, violet, rouge, mais rouge et jaune, ça donne orange. Donc, jaune, orange, violet, je vais l'avoir encore ici jusqu'à 9.2. Donc ça, cette couleur-là, je vais l'avoir longtemps, là, le jaune, orange, violet. Au-delà de 9.2, je vais avoir quoi? Ben, du rouge avec du violet. Donc, voyez-vous, j'ai pas mal plus, j'ai plus de, ben, en tout cas, j'ai des points de virage ici, j'ai plus de précision et si je veux identifier vraiment, là, si je veux identifier vraiment, là, la, la, le fait qu'il est vraiment, là, tu sais, il est vraiment, ma solution est vraiment, son pH est vraiment situé entre 7.7 et 8. Alors, ça peut fonctionner parce que, donc, quelle combinaison? Donc, on va dire cette combinaison-là. Pourquoi? Car, bon, au lieu de répéter le violet de M Crésolles, je vais répéter que l'indicateur 1, donc l'indicateur 1, ben, il va être quelle couleur? Il va être jaune, orange. Si pH inférieur à 7.6, on l'a vu là, jaune avec rouge, regardez, ça va être jaune-orange. Si c'est inférieur à 7.6, fait que c'est pas pire. Alors, si ça tombe jaune-orange, on va dire que, oups, on a un petit problème avec, avec notre indicateur. On va dire que il convient pas. Et et le 2, et l'indicateur numéro 2, lui, il est rouge-violet. Rouge-violet. Ben, avec quoi? Si le pH il est supérieur à partir de 8.2, j'ai oublié de le mentionner tantôt, rouge-violet, voyez-vous le rouge-violet, on a encore du jaune, mais le jaune avec le rouge, on va avoir un orangé, donc on va avoir quand même un rouge-violet si le pH, il est supérieur à 8,2. Donc, c'est quand même assez précis. Hein? On a du violet, fait qu'on a du rouge, on a du jaune, on a notre rouge ici. Donc, ça va nous donner quand même une assez bonne précision. Alors, au-delà de 8.2, ben là, on va avoir le rouge-violet. Donc, entre deux, on va avoir une couleur vraiment spécifique. En sandwich, là, on va avoir vraiment une couleur spécifique qui va avoir l'air peut-être d'un brun. Alors, c'est tout simplement, on retient que c'est pas compliqué. Il suffit simplement de borner. Donc, je l'ai dit tantôt, on peut avoir plusieurs choix de réponse. Prenez-vous un indicateur qui a son point de virage, qui se termine un peu avant la partie inférieure de votre pH de solution, et un autre indicateur qui va aller borner la partie supérieure du pH de votre solution, mais que, en fait, son pH, sa zone, son point de virage, ça va commencer avec très près de cette valeur-là qui est maximale. Donc, ça va donner quand même plus de précision que d'utiliser un seul et unique indicateur. L'exemple numéro 6, c'est pour voir les couleurs, donc les différents points de virage. Alors, on va s'amuser simplement à faire des additions de couleurs et bien entendu, le meilleur mélange d'indicateurs, c'est le mélange de plusieurs indicateurs et ça nous donne l'indicateur universel et avec celui-ci, il y a moins de risques. Donc, plus de précision, il y a moins de risques de se tromper dans la valeur de pH
d'une solution donnée. Alors, quels seront les points de virage que prendront les mélanges suivants? L'orange de méthyle, je vais l'appeler le numéro 1 et le rouge de méthyle, le numéro 2. Je vais faire comme tantôt. Je vais aller chercher les différents points de virage. Il suffit tout simplement de montrer, on pourrait répondre simplement avec un tableau. On n'a pas besoin de répondre avec des mots. Donc, si on effectue on écrit nos points de virage et par la suite, on met nos couleurs ou on écrit nos couleurs, ça suffit. Alors, le premier, l'orange de méthyle, nous avions un point de virage qui commençait à 3 et qui se terminait à 4.4. Pour celui, je vais les faire tout de suite, pour celui, le rouge de méthyle, pardon, ça commençait à 4.4 et ça terminait à 6.2. Maintenant, les couleurs. Nous avions le rouge. Pour l'orange de méthyle, aller jusqu'à 3. Nous avions par la suite le jaune. Donc, ici, nous avons le rouge et le jaune, donc le orangé. Ensuite, en passant, si on nous demandait si ces deux indicateurs-là, c'est un bon mélange, tu sais, c'est bien de les mélanger. Pas vraiment. Pourquoi? Comment est-ce qu'on pourrait justifier? Tout simplement en mentionnant que leurs points de virage sont trop rapprochés. Puis en plus, les couleurs que prennent ces indicateurs-là sont les mêmes. Alors, le deuxième, le rouge de méthyle, il est rouge. Aller jusqu'à 4.4. Oups. Donc, il est rouge. Aller jusqu'à 4.4. Et ensuite, il est jaune au-delà de notre 6.2. Je ne les avais pas écrits, là, je vais l'écrire. Donc, nous avions notre 4.4 ici et notre 6.2 ici. Donc, voyez-vous, si on vous demandait, est-ce que c'est un bon mélange? Pas vraiment, parce que les points de virage s'emboîtent. Hein, il y en a un qui finit à 4.4, l'autre commence à 4.4, puis en plus, regardez la palette de couleurs. La palette de couleurs n'est pas vraiment variée, là. Allez jusqu'ici. Oups. Donc, allez jusqu'ici. Nous avons du rouge. Donc, c'est comme ça qu'on va donner les différents points de virage. Ici, jusqu'à là, nous avons du orangé. Donc, ça veut dire du jaune-rouge. Et aller au-delà de 6.2, on a du jaune. Mais finalement, on retrouve les mêmes couleurs que chacun de nos indicateurs séparés. Donc, ces deux indicateurs-là, ce ne serait pas un bon mélange d'indicateurs. Pour avoir un bon mélange, là, je vais le répéter, donc ce n'est pas un bon mélange d'indicateurs. Pourquoi? C'est sûr que ce n'était pas la question, là, mais ce n'est pas un bon mélange d'indicateurs car les points de virage sont trop rapprochés, de virage sont trop rapprochés, puis en plus, nous avons les mêmes couleurs et ils ont les mêmes couleurs. Donc, c'est pas un bon choix de mélange. On termine par un autre mélange. Ici, c'est le vert de bromocrésol. On va l'appeler le numéro 1 et le bleu de bromothymol. Donc, le 1, le 2, qu'est-ce que ça va donner? L'addition des deux. La question, c'est qu'on aurait pu vous poser, est-ce que c'est un bon mélange? Allons voir. Alors, j'ai un point de virage pour le vert de bromocrésol qui commence à 3.8 et qui se termine à 5.4. Pour le bleu de bromothymol, déjà là, c'est un peu mieux. Ça commence à 6
Il y a un petit peu d'éloignement, là, tu sais, ça ne s'emboîte pas comme tantôt. Et ça termine à 7,6. Donc, je vais les écrire. Alors, ici, ça commençait à 3,8. 3,8. Ça se terminait à 5,4. Ici, ça commençait à 6 et ça se terminait à 7,6. Bon, les différentes couleurs maintenant. J'ai du jaune pour le vert de bromocrésol, aller jusqu'à 3,8. Ensuite, j'ai du bleu de 5,4, aller jusqu'à 14. Et ensuite, pour le bleu de bromothymol, j'ai du jaune, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, ça non plus, là. J'ai un petit avantage parce que j'ai peut-être un point de virage, 2 points de virage un petit peu plus distancés, là, mais c'est les mêmes couleurs, donc ça ne ferait pas un bon mélange d'indicateurs. Alors, au-delà de 7,6, le bleu de bromothymol a une coloration qui est bleue. Donc, entre les deux ici, pour le point de virage, j'ai une coloration bleu-jaune, ça veut dire du vert. Alors, voyez-vous, la palette de couleurs, là, c'est pas tellement varié. Alors ici, aller jusqu'à 3,8, j'aurais du jaune. Donc, j'aurais du jaune, une couleur. Ici, aller jusqu'à, finalement, regardez, j'ai du bleu, jaune, jaune, bleu. Donc, aller jusqu'à jaune-bleu, je l'ai encore ici. Aller jusqu'ici. Oups. Regardez le mélange, le jaune-bleu, jaune-bleu, jaune-bleu. Ben, jaune-bleu. J'aurais un mélange de jaune-bleu. Ici. Donc, de vert. Ici. Puis ensuite, pour terminer, au-delà ici de mon 7,6, j'aurai une coloration qui est bleue. Encore là, c'est pas ce qu'il y a de plus, de meilleur, de bon, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de points de virage, là. En fait, j'en ai comme, avec le mélange de ces deux-là, j'ai une couleur ici qui est le jaune, ici j'ai vert, ici j'ai bleu. Donc, j'ai pas une belle palette de couleurs, j'ai pas beaucoup de points de virage qui me permettraient d'identifier avec précision une solution dont je ne connais pas le pH. Alors, j'espère que vous avez bien compris le principe, comment on travaille avec différents pH. Et là, je le répète, le meilleur indicateur, donc comment on travaille avec plusieurs indicateurs, donc comment on travaille avec les indicateurs, donc je l'ai mentionné tantôt, le meilleur indicateur, c'est l'indicateur qui possède beaucoup d'indicateurs mélangés, donc c'est l'indicateur universel. Alors, ça termine la théorie.